C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce programme d'actualité. Merci de nous honorer à travers votre présence. Chers amis, lève-tôt, vous le savez, 5-7 matin, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Quand il sonne 7 heures, bonjour, bon réveil à vous. Et merci de retrouver toute l'équipe au complet, décidée à vous servir comme tous les jours. Christelle Tongodo, bonjour. Bonjour Rachida. Comment ça va? On se retrouve à nouveau, n'est-ce pas? Ah oui, comme tous les matins d'ailleurs. Et avec vous, c'est le bulletin d'information, toute l'actualité nationale. C'est dans un moment, mais avant cela, permettez-nous de décliner le menu de ce jour. Eh bien, on revient dans Infotech de ce jour, chers amis téléspectateurs, sur cette folle journée sans TikTok aux USA. Eh bien, les utilisateurs américains ne pouvaient plus, dimanche 19 janvier, accéder à l'application chinoise, une journée agitée au cours de laquelle l'existence sur le sol américain de TikTok flottait entre deux eaux. On en parle dans Infotech. Infotech revient également sur cette actualité liée à la crypto-monnaie dollar. Melania est bien la première dame américaine vient de sortir sa crypto-monnaie. On en parle. De quoi tout cela retourne? Restez avec nous, chers amis téléspectateurs. Et oui, le débat sera au rendez-vous aujourd'hui. Et nous allons parler de la place de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Vous le savez, l'intelligence artificielle bouleverse tous les secteurs et l'éducation n'échappe pas, n'est-ce pas, à cette déferlante. Nous aurons sur ce plateau des experts pour décortiquer le sujet. Restez avec nous. Christelle Tongodo, on y va tout de suite, n'est-ce pas? On y va tout de suite. Plaisir de vous retrouver tous les jeudis matins. Bonjour, bienvenue au bulletin d'information. Le gouvernement lance la rénovation du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou selon les normes et les exigences de la Fédération internationale de football, association FIFA. Le porte-parole du gouvernement en parle et invite les populations à de la patience. Le stade général Mathieu Kérékou de Kounou est en travaux, vous l'avez dit. Nous le remettons aux normes, conformément aux prescriptions des instances faîtières, continentales et internationales de football. En attendant, d'ici à mars, ce ne sera pas fini. Quand on a annoncé les travaux, je vous avais dit que c'est parti pour minimum 5 mois pour un aspect des travaux. Après, il y a un autre aspect parce qu'il faut répondre à toutes les exigences, y compris le cloisonnement vitré qui permet de séparer les tribunes de la pelouse. Même si ça doit nous prendre 8 mois ou 1 an, nous prendrons le temps qu'il faut pour bien faire. Dès lors que nous avons mis les ressources à disposition, il faut que ce soit bien fait. Mais en attendant, puisque la Félicia nous porte tellement chance, en attendant que Kounou recommence à nous porter chance, que demain, Akpakpa, Porto Novo, Parakou nous portent les mêmes chances, nous n'allons pas bouder notre plaisir d'aller battre le Nigeria à Abidjan, de battre le Rwanda, de battre l'Afrique du Sud et de quitter la 3e place où nous sommes actuellement à égalité de points avec les 2 premiers. Nous sommes à 7 points, vous le savez. Et nous avons le Nigeria qui est 4 points derrière nous. Nous n'allons pas bouder notre plaisir d'aller les battre, prendre les points là-bas. Et quand nous sortons de là-bas, aller négocier un point pour qu'à la fin, nous soyons premiers de notre groupe et que le Bénin, une première historique, soit à la Coupe du Monde prochaine. C'est notre ambition et nous y travaillons, nous mettons les moyens pour cela. Et nous avons foi que cela va arriver. Donc, quand on se sera qualifié, les jaloux peuvent maigrir et Naïdo Moé. Le ministère des Affaires étrangères honore la mémoire de feu Bernardine Dorego, ancienne ambassadrice du Bénin près le Nigeria et le Canada. La cérémonie d'hommage lui est rendue en guise de reconnaissance, mais qui fut en réalité Bernardine Dorego, portrait avec Heureuse Danondé. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, parents et amis retiennent d'elle une dame de fer digne et fidèle servante de la nation. Un hommage mérité est rendu à feu Bernardine Dorego à titre posthume. Première femme diplomate, première femme ambassadrice du Bénin, décédée le 20 décembre 2024 après 30 ans de vie de retraite. Ensemble, avec vous,
Et au nom du ministre, je voudrais lui rendre les hommages de l'institution qu'elle a servi plus de 30 ans de sa vie. Une trentaine d'années de dévotion au service de la République qui ont été marquées par l'engagement, le courage et la détermination des pionniers, tant et si bien que d'elle, on peut affirmer aujourd'hui qu'un digne et fidèle serviteur de l'État s'en est allé. Son engagement pour diverses causes sociales, humanitaires, voire politiques, sont une source d'inspiration aussi bien pour ses contemporains que pour nous, la nouvelle génération. Je manquerais à l'équité si je négligeais d'associer au succès de la mission de l'ambassadeur Bernardine Dorego le rôle capital que jouait auprès d'elle son défunt mari, Léopold Dorego. C'est la fusion de ces deux natures qui a permis le succès de la diplomate chevronnée Bernardine Dorego. Sa famille reçoit l'hommage qui lui est rendu avec beaucoup d'humilité. Mes sœurs et frères s'associent à moi aujourd'hui pour vous redire notre engagement d'honorer sa mémoire en continuant à rester debout et regarder devant. Merci de l'accueillir dans l'institution de manière pérenne. La cérémonie d'hommage à Feu Bernardine Dorego a pris fin par le rappel des programmes de ses obsèques. Elle sera inhumée le samedi 25 janvier 2025. C'est un ensemble de végétation constitué d'arbres et arbustes capables de s'adapter à la vie en eau saumâtre. Les mangroves jouent un rôle essentiel dans la résilience des écosystèmes face au changement climatique. Malheureusement, vous allez le voir, elles sont aujourd'hui en voie de disparition, entre autres causes, une technique utilisée par les salicultrices traditionnelles. Génial Afouda Mossi Abouka nous en dit plus. Les mangroves, un écosystème côtier et humide très représentatif des zones tropicales et subtropicales. Elles se développent dans les régions marécageuses et inondées. Au plan écologique, la mangrove constitue un habitat important pour la faune. On retrouve dans les écosystèmes de mangroves beaucoup d'espèces de poissons, de crustacés, à savoir les crabes d'eau, les crabes de terre, les crevettes. On y trouve également les mollusques comme les huîtres qui se développent au pied et aux racines et chasses de la mangrove. Nous retrouvons également une importante faune aviaire. Il y a des espèces sédentaires, d'autres migratrices. Il y a également des reptiles comme les serpents, les crocodiles, les varans. Nous trouvons également des mammifères comme les primates, les loutres. Les mangroves représentent aussi des éléments qui atténuent les effets néfastes des calamités naturelles telles que les tsunamis et les grands vents qui souffrent de la mer vers les continents. Les forêts de mangroves sont aussi reconnues pour leur fort pouvoir en termes de séquestration du carbone qui dépasse de là tout ce qui est forêt de terre ferme. Connues pour leur richesse en termes de biodiversité, les mangroves jouent une multitude de rôles pour le bien-être et la santé. Au Bénin, on les retrouve essentiellement dans la partie sud-ouest du littoral, une zone où elles sont désormais en voie de disparition. À l'origine de cette menace, la saliculture traditionnelle, principale activité de revenus pour les femmes des localités environnantes. Elles ont recours au palétuvier comme bois de feu. Si nous prenons la problématique de production du sel, qui consiste d'abord à faire évaporer la saumure jusqu'à la cristallisation totale pour extraire l'eau et le sel iodé, c'est une pratique qui est dévastatrice des mangroves. Parce que autrement, ça pousse à une destruction sans estimation ni limitation de ces ressources qui sûrement nous conduit tout droit vers une destination de désolation s'il n'y a pas eu des mesures pour inverser la tendance. Face à la menace, d'aucuns préconisent la réduction de la consommation en bois énergie.
Nous avons également introduit d'autres sources énergétiques pour la production du sel, comme l'énergie solaire. Nous avons également développé des plantations d'arbres à croissance rapide. C'est-à-dire pour éviter la pression sur les écosystèmes de mangrove, il faut permettre aux femmes d'avoir d'autres alternatives de ressources en bois énergie. Donc pour cela, on a réalisé beaucoup de plantations. Nous avons également pensé à restaurer les aires dégradées. Parce que pendant longtemps, ces femmes-là ont détruit une bonne partie de l'écosystème. Protéger les mangroves devient une urgence, car il y va de la préservation de la biodiversité. Intéressons-nous aux vertus des feuilles d'un arbre fructueux, les feuilles de papayer. Elles regorgent de bien de vertus peut-être méconnues au grand public. Et pourtant, selon les spécialistes de la nutrition et de la phytothérapie, son usage peut se révéler utile pour traiter plusieurs pathologies. Nous vous proposons d'aller à la découverte des bienfaits des feuilles de papayer pour la santé. Le papayer, son nom scientifique, Carica papaya. C'est une plante d'origine Amérique tropicale. Sa culture, très répandue au Bénin, se fait partout, notamment dans les régions du sud. Le papayer est surtout connu pour ses fruits, mais aux allures du palmier, toutes les parties de cette plante peuvent être utilisées. C'est le cas des feuilles de papayer, très utiles pour la santé. Quand vous prenez, vous triturez les feuilles du papayer, et vous triturez bien un verre bambou le matin, ça nettoie les déchets du côlon. Cueillir ces feuilles, les nettoyer, les faire sécher à froid, et quand tu finis de préparer la sauce, tu raches dedans. Tu raches ces feuilles dedans. Ou bien on peut faire la salade des feuilles de papaye. Mais ça, c'est les feuilles jeunes, pousses. Comprends, parce que ça, c'est masticable. On peut mastiquer ça. Les feuilles de papaye, c'est une boîte à pharmacie tout court. Quelles que soient les variétés du papayer, toutes les vertus attribuées à ces feuilles sont scientifiquement prouvées. Au laboratoire de pharmacologie, biochimie Eleonore Yaila Dekan de l'université d'Abomey-Calavi, Dr Agbodjantor Eric confirme les usages qui peuvent être faits des feuilles du papayer sans courir de risques. Ça a été prouvé ici que ça a des propriétés anti-inflammatoires et donc ça permet de soulager ceux qui ont les problèmes de l'inflammation, des voies respiratoires comme la toux, le rhume. Et donc, on a aussi prouvé ici que ces feuilles de Carica papaya sont douées de propriétés antioxydantes. Les feuilles de papayer, jeunes ou sèches, sont de réels remèdes pour la santé, mais ne peuvent être conseillées à tous. Ça peut être dangereux pour certaines personnes, en l'occurrence les femmes enceintes, parce que la papaïne dont j'ai parlé tout à l'heure, ça risque d'interférer dans le processus de contraction utérine chez les femmes enceintes. Mais également pour certaines personnes qui ont développé une certaine allergie connue pour la consommation de Carica papaya, il est aussi déconseillé de consommer cela. Aussi ceux qui ont des problèmes de fertilité, parce que ces composés chimiques ou phytochimiques peuvent interférer avec certaines hormones et donc ça peut être défavorable à leur fertilité. En usage interne sous forme de tisane, de décoction, de jus ou en usage externe sous forme de cataplasme ou de pâte à appliquer, tout traitement à base de feuilles de papayer nécessite toujours l'avis d'un spécialiste afin d'éviter tout risque d'interaction avec d'autres médicaments, de surdosage ou d'allergie. Et puis, chaque année, on estime à 12 millions d'hectares les terres agricoles perdues à cause de la dégradation des sols. Les pratiques agricoles modernes sont souvent pointées du doigt. Pourtant, une bonne santé des sols reste gage d'une production agricole durable. Comment la réussir? Bénédicte Possou et Amadine Agnaboussou ont tendu leur micro à un spécialiste en gestion des sols. La santé des sols, c'est cette capacité du sol à fonctionner pour soutenir de façon durable la productivité agricole. Donc, c'est un sol qui a tous les éléments qu'il faut pour permettre à la plante de bien se développer, de produire, non seulement à un instant donné, mais de façon continuelle. La fertilité des sols, c'est un peu l'aptitude du sol à un instant donné à fournir les éléments nutritifs
aux cultures pour que ces cultures se développent et produisent. Ça, c'est la fertilité du sol. Maintenant, la santé du sol va au-delà de la fertilité. La fertilité est incluse dans la santé du sol. Mais la santé du sol englobe non seulement la fertilité, mais aussi les autres fonctions écosystémiques du sol, les autres fonctions du sol qui lui confèrent la durabilité, notamment la teneur en matière organique qui confère au sol le pouvoir tampon, sa capacité à résister aux perturbations externes et internes. Et dès qu'on a une bonne santé du sol, eh bien, on peut déjà résoudre la question de la sécurité alimentaire. Les producteurs, pour assurer la santé des sols, doivent adopter les bonnes pratiques agronomiques de gestion des sols, notamment en retournant la matière organique au sol, les résidus de récolte et le fumier qu'on peut avoir à côté. Il faut qu'ils apprennent à retourner cette matière organique au sol et à bien utiliser les autres intrants tels que les engrais chimiques ou autres. Et c'est en faisant cela qu'ils pourraient contribuer au maintien ou à la création d'une bonne santé du sol qui est le gage de la durabilité de la production agricole. Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Christelle Tongodo. On va se retrouver demain pour un autre numéro de ce bulletin d'information. On poursuit cette émission avec la parole de motivation. Il y a souvent Patrick Diossou, déjà bonjour. Oui, bonjour. Merci de rejoindre le plateau. Oui, bonjour Christelle bonjour Tongodo. Patrick. Oui. Alors, il y a des moments dans la vie où on a envie d'abandonner. Il y a des moments dans la vie où on a envie de tout lâcher. Quel est vos petits secrets votre petit secret, Christelle Tongodo, pour reprendre, on va dire, des forces et aller de plus belle? C'est la question. La question, d'accord. La réponse, c'est quoi? Bon, disons que personnellement, moi, de base, je suis chrétienne. Donc, ma première source de motivation, c'est Dieu, c'est la foi en Dieu. Donc, je me dis que Dieu est là. D'accord. Vous lui confiez tout, en fait. Et après, il se charge du reste. Mon entourage, peut-être mes enfants, le travail. Je me dis qu'il y a des gens qui apprécient peut-être ce que je fais dans un coin, peut-être éloigné du Bénin ou au-delà. Et qui veulent me voir avancer, peu importe les situations, les vicissitudes de la vie, tout simplement. Et vous, Patrick Diossou? Je suis épaté parce que j'ai l'impression de m'écouter. Voilà. En fait, ma source de motivation, c'est aussi Dieu. Moi, j'attrape ma Bible et je lis. Je suis avec les enfants pour suivre un dessin animé. D'accord. Oui. Enfant dans l'âme, hein, vous êtes resté enfant dans l'âme, vous. De toutes les façons, le mot d'ordre ici ce matin, c'est n'abandonnez jamais. Et pour vous motiver, écoutez, regardez ceci. Voilà, je suis inarrêtable, je suis incassable, je suis puissant, je suis fort, je ne lâche pas, je n'abandonne pas, je reste sur ma trajectoire. Voilà le message que nous avons eu envie de vous passer ce matin. Patrick Diossou, surtout ne pas écouter cette voix, qui vous dit d'abandonner. Ne jamais abandonner. Toujours aller de l'avant. Oui, parce que c'est assez motivateur. Voilà. Lorsque vous avez ça en tête, vous allez toujours de l'avant. Vous Absolument. Ne laissez pas tomber. Et vous savez que ce qui viendra après, ou vous vous dites que ce qui viendra après est plus important que ce qui est passé. Exactement. Et c'est l'heure pour nous, chers amis téléspectateurs, d'aller feuilleter les différents journaux. Quelles sont les unes de nos différentes parutions du jour? On y va, voici la revue des titres. On démarre par le quotidien d'information, le matinal qui s'intéresse au procès Boka Omeki à la Criette, des employades juridiques en perspective. Nous apprend ce quotidien, le ministère public veut foncer, la défense n'entend pas démordre. Le film de la deuxième journée, nouvelle audience ce jeudi, toute cette actualité à retrouver dans les colonnes du matinal. Et on quitte le
matinale pour le palmarès. Criette, jugement de Bokor et Omeki, un procès historique sous tension. Le palmarès, décision prise en plénière ce mardi. Eh bien, la RAC entame le ménage dans le paysage médiatique. On quitte le palmarès pour retrouver Actu Express qui lui s'intéresse plutôt à la parfaite exécution des bâtiments et travaux publics en Afrique. C'est le dossier en manchette de Actu Express. Et d'un autre côté, jetons un coup d'œil sur l'autre quotidien. Affaire complot présumé contre la sûreté de l'État. Les avocats de la défense s'expliquent et protestent vivement. L'autre quotidien, toujours Assemblée nationale, ratification de plusieurs accords de prêt et désignation de membres au CES, Colline. L'autre quotidien, RAC, 7e mandature, plusieurs sanctions à l'encontre des journaux et médias en ligne. Décryptage info maintenant. Réforme du secteur de l'eau au Bénin, 14,235 millions d'euros pour restructurer la SONEB et lancer la SOBI. Nous apprend Décryptage info qui ne manque pas de s'intéresser à cette actualité liée au 7e congrès ordinaire du Sintra SCB. Julien Dago élu à la tête du syndicat pour un mandat de 3 ans. On quitte Décryptage info pour retrouver Matin libre. Et que dit Matin libre ce matin? Eh bien, législative de 2026, un code taillé sur mesure pour l'UPR et le BR. C'est l'info en manchette, n'est-ce pas, de Matin libre. La grosse interrogation aussi, c'est à lire à la page 3. Matin libre toujours, procès Bokor, Omeki et compagnie. Les débats n'ont pas évolué. Des avocats commis d'office annoncés pour les prévenus. La défense récuse les accusations du procureur spécial Metonou. Alors, l'emblème maintenant. Perspective des élections de 2026, les partis politiques face bientôt à l'épreuve des démissions. Grosse interrogation en manchette de l'emblème du jour qui évoque aussi la question de la sélection dans la police municipale. Test complémentaire pour intégrer la police républicaine. Informe l'emblème. Alors, voyons voir un peu du côté de la presse internationale et nous retrouvons France 24, assaillants du Capitole, créateurs de Silk Road. Eh bien, ils ont été graciés par Donald Trump. Peu après son investiture, Donald Trump a gracié 1500 personnes, principalement pour leur rôle joué lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Alors, toujours avec France 24, on s'intéresse à ce déploiement militaire et état d'urgence à la frontière. Le président américain Trump serre la vis sur l'immigration. À peine 2 jours après son investiture, le président Donald Trump a multiplié mercredi les mesures et les annonces pour lutter contre l'immigration illégale. Des militaires ont été déployés à la frontière mexicaine où l'état d'urgence a été déclaré et une loi anti-immigration a été adoptée par le Congrès. Et cette nouvelle maintenant liée à Rokia Traoré, eh bien, la chanteuse, nous apprend RFI, la chanteuse malienne Rokia Traoré, incarcérée en Belgique, a été libérée depuis le mois de juin en Italie. Elle était incarcérée, donc la chanteuse ivoirienne Rokia Traoré, elle est remise en liberté dans la soirée du mercredi 22 janvier 2025. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. L'heure du français maintenant avec Jean Fandé et Patrick Jossou. Avant de les installer, une courte pause publicitaire. Voilà, retour en plateau sur 5-7 matin. C'est la rubrique l'heure du français. À présent, de nouveaux mots à découvrir, de nouvelles expressions, de nouvelles pensées. Bien entendu, restez avec nous, histoire d'enrichir un peu votre... comment on appelle ça déjà, Patrick? Vocabulaire. Votre vocabulaire. Voilà, allez. Des sachants. Jean Fandé, bonjour.
Oui, je vous souhaite le bonjour. Ça va ce matin? Nous sommes des apprentis, hein. On n'est pas encore sages. Oh, arrête-moi ça. Nous sommes juste des Arrête-moi ça. apprentis. Trop de modestie ce matin. Hein? Est-ce que c'est une question de À César ce qui est à César, n'est-ce pas, Patrick? Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et à Dieu Dieu ce qui est. Évidemment, ce qui est. N'oubliez pas que vous êtes prof de français par objectif spécifique quand même. C'est pas donné, hein? Oui, c'est pas donné. Donc, mais voilà. quand je me réfère à la définition, sinon à la dénomination de ce qu'on appelle l'université en langue fond, où on dit nous à l'avant. Ça veut dire que tu étudies et tu finis toutes les branches de l'arbre. Or, tu peux embrasser le tronc, mais quand ça commence par donner des ramifications diverses, tu ne peux pas faire tout. On s'efforce de savoir un peu de tout. Et alors que le savoir évolue à une vitesse lumineuse, même au-delà de la vitesse de la lumière. Tout ce gros français là pour me dire. Non, juste pour dire qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on ne peut plus oser dire qu'on est sachant, qu'on est connaissant. Donc il vaut mieux. Il est déjà dans le débat. S'habiller de modestie. Il vaut mieux s'habiller de modestie pour ne pas être déshabillé par les vrais sachants. Allez, voici pour vous l'heure du français avec le duo, n'est-ce pas, Pat et Jean. Alors, de nouvelles expressions, de nouveaux mots ce matin, Patrick? Oui, de nouvelles expressions, de nouveaux mots. On a un mot qui taraude dans notre tête lorsqu'on parle de personnes qui servent. Il y a le serveur, il y a le servant, il y a le serviteur. Trois mots qui se ressemblent, trois mots qui ne sont pas toujours les mêmes, n'ont pas toujours les mêmes explications, les mêmes significations. Serveur, servant, serviteur. Monsieur Fandé, qu'est-ce qu'on retient? Et puis on ira sur le féminin aussi au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Patrick, rebonjour. Rachidat, la bio, bonjour. Alors, vous me permettrez de re-souhaiter le bonjour, saluer notre grand frère de promotion, monsieur Kwasi Awansou. Ah! Je l'ai rencontré la fois dernière, il m'a assuré, il m'a demandé de te dire que vous faites honneur à ceux qui ont fait lettres modernes, linguistique, et surtout ceux qui sont professeurs de français. Oui, donc ça fait on le salue. Plaisir. Et je me permets aussi de saluer un foufou, Gilles Goyi. Il apprécie aussi beaucoup ce que nous faisons par ici. Je suis sûr qu'il n'est pas très loin de Rachid. Il la connaît très bien parce qu'ils ont été voisins sans qu'elle le suce. Sans qu'elle le suce. Bon, on a compris. Sans qu'elle le sache. Bon, voilà. Et donc, lorsqu'on dit serveur, Patrick, le métier de serveur, comme tu l'as dit, ça renvoie à la notion de restauration et c'est un métier dans lequel une personne dont on demande, on exige des qualités, de propreté, de courtoisie, de bienséance. Et cette personne, le travail de cette personne consiste essentiellement donc à dresser la table, à prendre des commandes, à servir les clients, à débarrasser et puis à gérer aussi, comment on appelle, le côté finance pour rendre compte à la caisse. Donc, c'est lui qui est en contact avec le client et dans ce contexte, on ne recrute pas n'importe qui. On ne recrute pas à ce poste, par exemple, des personnes qui sont très liées à la colère, des personnes qui ne savent pas se tenir, qui ne savent pas être patientes. Non. Donc, le métier de serveur, c'est cela. Et du point de vue de la restauration et le féminin, bien entendu, c'est une serveuse. Oui. Maintenant, sur d'autres plans, en informatique, par exemple, c'est vrai que ce n'est pas notre domaine de façon... En tout cas, ce n'est pas le mien. Mais un serveur informatique est essentiellement un ordinateur centralisé dont le rôle est de servir de l'autre appareil sur la base des données spécifiques pour leur
permettre d'enrichir l'information et de la diffuser comme cela se doit. Si je me trompe, vous voudrez bien me remettre sur les rails. C'est bien ça. Alors, sur le téléphone portable, par exemple, cette fonction permet d'assurer donc le partage des données et des ressources spécifiques, bien entendu. Ainsi, le serveur agit comme le point central du réseau informatique. Et on parle aussi de servant, Patrick. Oui. Alors, le servant, ça oui. C'est le serveur. Et vous avez dit, quand c'est un serveur pour un restaurant, oui. Le féminin, c'est serveuse. Tout à fait. On retient ça. Oui. Serveur, serveuse. Tout à fait. Alors, le servant, qu'est-ce que c'est le servant? Le servant, d'abord, sur le plan, dans le domaine militaire, dans le champ militaire, c'est un militaire ou bien une personne affectée à une arme spécifique. On peut parler de servant de canon, servant de mitrailleuse, servant de, pourquoi pas de missiles, etc., de drones. Ça veut dire que c'est une personne qui est là pour jouer le rôle d'adjuvant à celui qui va déclencher le coup. Par exemple, pour une mitrailleuse, quand les balles sont alignées en chaîne, il faut bien quelqu'un pour être en train si c'est pour les canons, il faut quelqu'un pour apporter et puis charger. Les obus. Oui, les obus, etc. Donc ça, c'est servant. On parle aussi de canon au mortier. Au mortier, oui, bien sûr. Ce qu'on ne souhaite pas entendre chez nous. Oui. Alors, sur le plan liturgique, sur le plan de la religion, oui. Eh bien, c'est une personne laïque ou déjà embobinée dans le secteur dont le rôle est d'aider le célébrant à bien conduire sa célébration. D'accord. Donc, sur un certain plan, sur le plan catholique, par exemple, on peut parler de Samuel, les enfants qu'on appelle Samuel, mais ils jouent un rôle. Et leur rôle, c'est bien entendu avant, pendant et après la messe. Par exemple, lorsque c'est une grande célébration, il faut allumer beaucoup d'encens. On se demande souvent d'où vient la braise. Et donc, ce sont des personnes qui sont liées à ça. Mais parfois, dans certaines contrées où il n'y a pas assez de personnes du domaine, un laïc ou bien quelqu'un qui connaît un peu ce service peut aussi proposer de jouer le rôle d'adjuvant pour que tout se passe bien. Oui. Donc le servant, c'est à différencier de l'enfant de chœur qui vient servir directement, ou bien c'est pratiquement la même chose parfois? De façon globale, on peut les appeler tous les servants de messe, tous ceux qui y contribuent. Même ceux qui vont prendre la quête, puisque ça fait partie quand même ce sont des servants. Oui, ce sont des servants. Donc, ils sont tous des servants. Mais dans la liturgie même, là, ce sont les servants de messe, ce sont ces personnes-là qui aident le célébrant à bien conduire la chose. Mais comme c'est tout un ensemble, on peut parler de même le maguier, c'est un servant. Tout à fait, c'est un grand servant. Ça me rappelle ce que certains prononcent, on dit manguier. C'est pas le manguier, c'est le maguier. Le maguier, évidemment. Il y est toujours. Patrick, merci beaucoup. Et donc, on parle aussi de servant ou de servante dans une maison. C'est une personne destinée à s'occuper des maîtres de maison. D'accord. Et parfois, il y a même des servants ou servantes spécifiques dont le rôle est de servir le repas à table. Parce que quand même, on ne peut pas demander à tout le monde, c'est le moment de bon repas, ou pendant les buffets. Donc, il faut des personnes spécifiques pour servir, parce qu'il ne faut pas amener n'importe qui, surtout lorsqu'il s'agit d'une grande fête. Il ne faut pas amener des gens qui ne sont pas professionnels. Et donc, en français de restauration, par exemple, on rappelle tout ça là. Mais dans les bars, souvent on entend dire « servante ». Non. On entend souvent ça. Enfin, on entend souvent ça et c'est mal dit. Parce que dans les bars, il n'y a pas de servante. D'accord. Il n'y a que des serveurs et des serveuses. Oui. Serveurs et serveuses. Donc, et on peut aussi entendre barman, on peut entendre garçon. D'accord. Garçon, oui, ça là. Ou bien, il y a aussi d'autres synonymes en anglais que je vous dis. Barmaid, par exemple, oui, on l'entend. Mais... servante que les gens disent, c'est mal dit. C'est à tort qu'on l'utilise. D'accord. Et dans les bars et les restaurants, il faut rappeler quelque chose. Il y a des pays où
ce que vous leur laissez comme pourboire, c'est déterminé par rapport au pourcentage des dépenses que vous avez opérées. Par exemple, quelqu'un qui a dépensé 100 000 et qui s'élève, qui laisse un maigre billet de 500 francs, c'est pratiquement injurieux. C'est pourquoi on demande de donner l'équivalent de 20%, 15 à 20% de votre consommation. Et l'habitude est faite de telle sorte que c'est pas bien vu de se lever sans rien laisser. C'est pratiquement une exigence. C'est une exigence morale. Au Canada, par exemple, c'est une exigence. Le pourboire est une exigence. Oui. Au Canada. En Amérique ici, latine, on laisse 100 francs. Si on laisse. On laisse 100 francs difficilement en plus. Et la pièce la plus éculée. S'il fallait en donner. Et puis, il y en a aussi qui ne sont pas du tout professionnels. On ne peut pas, pour donner le reliquat à un client, venir lui remettre sa main à main avec des billets froissés. Non, il faut que cela soit... dans une petite... je sais pas. C'est l'île, si on peut l'appeler ainsi. Ou bien un petit coffret. Voilà, un petit coffret. Et il y en a qui pensent que c'est nécessairement le patron qui doit leur mettre ça au service, à disposition. Or, lorsqu'on veut être professionnel, il faut avoir son coffret à soi. Et lorsque vous servez, vous prenez votre coffret bien joli, vous mettez l'argent dedans discrètement, vous présentez. C'est votre courtoisie, votre bienséance qui vont titiller l'autre, aussi radin qu'il soit, à se sentir gêné de ne pas laisser quelque chose. Parfois, il y a des serveuses ou des serveurs tellement polis, tellement au petit soin qu'on a juste envie de lui faire plaisir. On claque un petit billet là sans même s'en rendre compte. Franchement, avis aux serveurs et aux serveuses qui nous regardent. C'est vrai que le métier n'est pas facile aussi. À une certaine heure de la journée ou de la nuit, on est fatigué et donc du coup le sourire n'est plus forcément au rendez-vous. Mais quand on a opté pour quelque chose, on a subi les aléas. Mais elle en parle comme si elle est passée par là, d'une manière ou d'une autre. Non, j'ai jamais été serveuse de ma vie. Mais observatrice de serveurs et de serveuses. Écoutez, en bonne vivante, il m'arrive quand même de temps en temps de me faire plaisir. J'ai entendu ce que je voulais. Ce que je voulais entendre. Allez, on évolue un peu de mécanique du langage à présent, Patrick. Avant ça, il y a le serveur, il y a un film, c'est une série américaine, Le Servant ou la Domestique. C'est une série télévisée américaine de 40 épisodes. Une série dans laquelle il y a un couple qui s'est retrouvé en situation... Bon, on ne va pas raconter toute la série, mais il faut retenir que Servant, c'est aussi le titre d'une série américaine qui passe souvent au Québec, au Canada. Serviteur. Alors, on évolue. Le serviteur, c'est en réalité ce à quoi ça fait référence, c'est celui qui est au service d'une personne, d'une entité, d'une institution, et parfois de façon un peu basse, de façon servile. Donc, c'est ça le serviteur. On peut parler de serviteur de Dieu, de serviteur de telle personne, et c'est de cela qu'il s'agit. Et il ne faut pas confondre ça donc avec les mots précédents qu'on a évoqués. Et rappeler que tous ces mots, tous ces termes, qu'ils soient adjectifs ou non, proviennent du verbe servir. D'accord. Et le serviteur de Dieu est celui qui se sacrifie pour l'autre. En principe. Alors, la mécanique du langage dont vous parliez tout à l'heure, on va parler de l'affixe serve. De l'élément serve, serve, S-E-R-V, qui renvoie, parce qu'on les trouve dans deux sens. Le premier sens, cela renvoie à la notion d'esclave, de serf, et c'est dans cela que vous allez rencontrer des mots comme asservir, comme asservissement, comme servile, comme servitude, etc. Donc, ça veut dire c'est une notion de dépendance totale et on ne peut rien y faire. Le second sens, c'est
c'est le sens de garder, de conserver. Et c'est ça qui renvoie aux notions de préserver, réserver, etc., etc. Donc voilà ce qu'il faut retenir par rapport à cet élément auquel s'est interrogé la sous-rubrique mécanique du langage de ce jour. Ok, et ça rejoint les deux, ça rejoint le thème serveur, serveuse, serviteur, servante, servant, etc. Donc serve. Oui, ok. Voilà. Alors nous sommes l'expression du jour. Maintenant, c'est la partie du film que j'aime bien moi. L'expression du jour, elle dit ceci, c'est un ours mal léché. Qu'est-ce que cela signifie, monsieur le professeur? Donc, on croit comprendre, sinon que c'est vrai. Je ne peux pas oser aller faire cette expérience d'aller observer les ours dans leur tanière. Mais il paraîtrait que quand les ours mettent bas, eh bien, ils se mettent à lécher, pour lécher entièrement leur bébé. Et c'est ce geste qui rend le bébé plus beau. Sinon, à la naissance, le bébé ne présente pas des formes agréables. Et donc, c'est le soin que la maman met à lécher, pour lécher, qui redonne forme à ce petit ours et il devient plus beau. Alors, lorsqu'il est mal léché, ça veut dire qu'il ne peut pas être agréable à regarder. Et lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est mal léchée, c'est pas forcément pour s'attaquer au physique de la personne, mais plutôt à son côté vertueux, à son côté moral. Et là, on dit que c'est lorsque la personne manque de bienséance, de civilité, et de tout ce qui peut la rendre sociale et sociable. Donc, une personne rustre, une personne grossière, on dit c'est un ours mal léché. Ça veut dire que c'est une personne désagréable. Désagréable. D'aspect rébarbatif. Oui. N'est-ce pas? Voilà. Le français aussi. C'est une personne invivable. Invivable, voilà. Oui. Une personne difficile à vivre. Hargneux. Oui. D'accord. Grossier, rustre. Tout simplement. Oui, simplement. Si on doit un individu aux manières grossières, tout simplement. Oui, tout simplement. Parfois, on parle de Goudia, mais certains pensent que c'est un mot fond. C'est pas Goudia. Alors donc, pour camoufler un peu la chose, au lieu de dire tu es grossier, tu es hargneux, on peut dire tu es un ours mal léché. Directement comme ça. Oui, directement. En fait, si la personne ne connaît pas, si la personne ne connaît pas le sens de cette expression, tellement les mots sont alignés, elle a l'impression que vous lui faites des compliments. Mais en fait... Mais là, il vaut mieux ajouter, vous êtes un beau ou bien bel ours mal léché. Vous êtes bien élégant dans votre statut d'ours mal léché. D'accord. Eh ben, mais le fait d'entendre mal, si la personne l'est véritablement, il vaut mieux rester à une certaine distance. Avant de le dire. Parce que comme le disent les Dogons, avant de chercher querelle, il faut être sûr qu'on est déjà sur son cheval. Exactement. Allez, la pensée du jour, la pensée de ce jour, 23 janvier 2025. Elle dit ceci: Juliette aurait-elle aimé Roméo si Roméo avait 4 dents et un gros trou noir au milieu? Oui. Roméo avec eu 4 dents manquantes et un gros trou. Mais l'amour peut tout, n'est-ce pas? Jean Fandé. Oui, l'amour peut tout. Mais l'amour commence par un minimum d'exigence. C'est-à-dire qu'avant de parler de ce qu'on entend par le coup de foudre, et lorsqu'on met le centre de la vue à disposition, eh bien on observe d'abord. C'est-à-dire, vous rencontrez la personne, le premier sourire, vous constatez que c'est un boulevard qu'il y a devant au niveau de l'ameublement buccal. Donc, il y a 4 dents manquantes comme ça devant. Et bien, ça peut faire se rétracter. Et donc, l'histoire de Roméo et de Juliette, vous le savez, même on l'a passé en chanson chez nous. Je ne vais pas... Ailomi do Romeo, Nano Ilomi do Juliette.
Chérie, oh, chérie, oh, chérie, oh. Mais c'est ça, non? Oui, c'est bien ça, parfaitement, c'est bien ça. Donc Juliette aurait-elle aimé Roméo si Roméo avait 4 dents manquantes et un gros trou noir? Mais c'est pour dire simplement que il y a un minimum de conditions physiques à satisfaire pour créer le séisme d'amour chez l'autre, pour susciter en l'autre le désir de vous aimer et de vous avoir dans son domaine de définition. Sentimental, bien entendu, pas mathématique. Alors, l'autre condition, c'est la satisfaction, la garantie de la satisfaction sexuelle. Parce que ce n'est pas ça, tout ce qui manque chez une femme, ce n'est que ça. Parce qu'il y a à manger, il y a à se loger, il y a de la chaleur familiale. Tout ce qui manque, c'est la garantie de vivre une passion amoureuse. Alors, il y a le physique qui n'est pas satisfait, il y a la garantie sexuelle qui n'est pas présente, eh bien, il n'y aurait pas eu cette histoire-là. Alors, c'est pour dire que quand on parle d'amour, on parle même de coups de foudre, on parle de folie. Il y a forcément... Il y a des éléments, clés sur lesquels on se base. Cependant, on peut, au moment où il n'y avait pas de smartphone, de téléphone, de télévision, les gens se mettent pas par téléphone ou bien par lettre sans se connaître. C'est un peu aussi comme ceux qui prennent contact à partir des réseaux sociaux, mais avec le visage toujours maquillé d'une certaine façon, bien arrangé. Et la réalité devient autre chose. Qui ne rend pas compte de la réalité. Mais comme elle l'a si bien dit, quand on parle d'amour, ça dépasse la dimension physique. Oui, ça dépasse vraiment la dimension physique et ça devient spirituel. Il n'y a pas que le physique, en fait. Il y a tellement d'autres critères qui entrent en ligne de compte. L'esprit et l'âme de la personne qu'on aime. Vous pouvez aimer, même si la personne se transformait en petit lapin, en souris, eh bien, l'amour que vous avez eu pour la personne, vous continuez de projeter, de faire cette projection-là. Et je donne l'exemple de ce personnage-là, personnage éponyme de l'ouvrage d'Ogisimi de Paul Azoumé, publié en 1938, où l'auteur montre que la femme d'Ogisimi, c'est-à-dire, admire-moi, pas ma beauté, pas ma splendeur, a accepté s'enterrer avec le crâne de son amant, le prince Toffa, qui est parti en guerre et qui n'est pas revenu. Donc c'est son crâne qu'on a retrouvé. Alors pour montrer son amour, sa fidélité, sans délestage, bien entendu, eh bien, elle a accepté descendre consciente dans la cave et s'enterrer, se fait enterrer vivante avec, contre sa poitrine, le crâne de son... Ça veut dire quoi? L'amour, quand elle atteint une certaine dimension, elle n'est plus physique, elle n'est plus admirée. Eh oui, l'amour peut tout. L'amour ne voit pas les défauts. L'amour ne voit que les qualités. Bien sûr. Vous avez beau avoir une grosse fenêtre là, l'amour ne verra pas cette fenêtre. Elle verra autre chose. Elle verra, il verra, je veux dire, l'amour. L'amour ne verra que la beauté d'une femme. L'amour ne verra que le bon côté de la chose. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde a sa place en amour. Tout à fait. Qu'on soit hideux, qu'on soit laid, qu'on soit beau. Quel que soit le handicap. Voilà, quel que soit le handicap, il y a quelque part quelqu'un qui vous aime, forcément. Allez. Oui. Alors, c'est une phrase, c'est une pensée de Albert Cohen. C'est un auteur suisse qui a eu le prix de l'Académie française en 1968. Je voudrais juste préciser cela. Et une autre précision, lorsqu'on parlait de serviteurs, les féminins, c'est servantes, bien sûr, mais il y a encore d'autres féminins qui ont été proposés par la langue française, par l'Académie, au fur et à mesure que les temps ont évolué. Et il y a même serviteuses. Donc, quand quelqu'un dit mais actuellement serviteuse, ce n'est plus une faute. L'Académie a accepté serviteuse, l'Académie a accepté même serviteuresse. Donc, c'est une évolution de la langue. Et servitrice. Non, il n'y a pas servitrice. D'accord. Pour le moment. Allez, ce sera tout pour l'heure du français de ce jour, n'est-ce pas, Patrick? C'est bon? Ce sera tout. Oui, c'est bon. Allez, vous le savez, tous les jeudis, on parle éducation. Tous les jeudis, on parle technologie de l'information et de la communication. Et donc, dans un instant, on va découvrir un ouvrage, c'est un essai. Le titre de l'ouvrage, Travail des enfants en Afrique subsaharienne. Et juste après,
Nous ferons le débat avec mes débatteurs et on parlera ce matin de la place de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Ils sont déjà là. On attend juste, voyons voir déjà, juste un invité. Il nous rejoint dans quelques 2 petites minutes, juste le temps pour nous de revenir sur dans Infotech de ce matin sur la folle journée sans TikTok aux USA. Les utilisateurs américains, il faut le dire, ne pouvaient plus dimanche 19 janvier accéder à l'application chinoise. Une journée agitée au cours de laquelle l'existence sur le sol américain de TikTok flottait entre 2 eaux. ByteDance, la maison mère, a pris la décision de désactiver la plateforme dans la nuit du samedi à dimanche afin de se conformer à une loi signée en avril 2024 par le président Joe Biden qui l'oblige à vendre TikTok à un repreneur américain sous peine de bannissement. 14 heures plus tard, elle faisait machine arrière, rassérénée par les déclarations de son successeur, Donald Trump, qui en effet a affirmé dans un message posté dimanche sur sa plateforme Truth Social son intention de signer un décret offrant un répit au réseau social. Il souhaite également que ce dernier soit à terme contrôlé à 50% par des actionnaires américains et encourage les entreprises comme les hébergeurs de données ou les magasins d'applications à continuer de collaborer avec TikTok, le garantissant qu'elles ne feront l'objet d'aucune poursuite. Et il faut dire, Patrick Diossou, j'ai entendu que dans d'autres pays également, TikTok est en sursis et suscite beaucoup de critiques. On lui reproche quoi? On lui reproche notamment de recueillir plus de données sur les utilisateurs que les autres entreprises de médias sociaux. TikTok insiste sur le fait qu'elle est gérée de manière indépendante et qu'elle ne partage pas ses données avec le gouvernement chinois. Et donc, on va citer rapidement quelques pays et régions qui ont annoncé ou déjà mis en place des interdictions partielles ou totales de l'application. On a notamment l'Albanie qui a décrété une interdiction d'1 an de TikTok. C'était à la fin de l'année 2024. Le 4 avril, l'Australie a interdit TikTok de tous les appareils appartenant au gouvernement fédéral pour des raisons de sécurité. En Estonie également, fin mars, le ministre estonien sortant de l'informatique et du commerce extérieur a déclaré à un journal local que TikTok serait banni des smartphones délivrés par l'État aux fonctionnaires. Le Royaume-Uni également. Le secrétaire d'État britannique au cabinet Office a annoncé dans une déclaration à la Chambre des communes britanniques l'interdiction immédiate de l'application sur les appareils officiels du gouvernement. Il s'agirait d'une mesure de précaution. Nous savons que l'utilisation de TikTok est déjà limitée au sein du gouvernement, mais c'est également une bonne hygiène informatique. Les institutions de l'Union européenne aussi figurent dans cette longue liste. Le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'UE, les 3 principaux organes de l'Union européenne, ont tous interdit TikTok sur les appareils du personnel, invoquant des problèmes de cybersécurité. Il y a aussi la France. On ne saurait citer tous ces pays, Patrick Diossou. Et la question qu'on se pose, à quand le Bénin? Quand on voit un peu la pagaille orchestrée sur les réseaux sociaux TikTok Bénin, on se pose la question de savoir à quand... Le Bénin et la HACA a déjà fait un tour vers TikTok pour une interdiction d'une influenceuse du TikTok. Elle est astreinte à se conformer à la loi le plus tôt possible. Oui, c'est Madame Actu. Exactement. Vous en pensez quoi? Bannir aussi TikTok au Bénin vous êtes d'accord? Un peu comme Richard Flash l'a évoqué il y a quelques semaines déjà. Vous en pensez quoi, vous? Oui, je pense que ce serait très salutaire, surtout sur le plan éducatif. La jeunesse ne s'intéresse qu'au côté surtout sombre de cette histoire. Je n'aime pas la dépendance où même on vous enseigne de quoi il faut rire, comment il faut rire, par exemple. Et le français est d'un niveau souvent désagréable.
Oui, donc je pense que ce serait bien. On a bien d'autres choses à faire que de TikToker tout le temps. De toquer, de TikTok. Oui. Vous n'avez pas TikTok, vous, hein? C'est vrai que ça... Non, je trouve que ça avilisse, c'est avilissant. Je ne suis pas TikToker, non, moi non plus. Et on termine les infotech de ce jour avec cette nouvelle. Melania Trump, épouse de Donald Trump, a officiellement lancé sa crypto-monnaie baptisée Dollar Melania, juste avant l'investiture de son mari comme président des États-Unis. Ce lancement s'inscrit dans une stratégie où les crypto-monnaies jouent un rôle de plus en plus central dans les campagnes politiques et les investissements. La crypto-monnaie Dollar Melania est construite sur la blockchain Solana, connue pour sa rapidité et ses faibles coûts de transaction. Il faut dire que Donald Trump, qui qualifiait autrefois les crypto-monnaies de fraude, a vite fait de changer de position lors de sa campagne de 2024. Il a désormais accepté les cryptos comme don de campagne, annoncé également la création d'une réserve stratégique de bitcoins et promis une réglementation plus favorable au secteur. Voilà, ce sera tout pour les infotech de ce jour. Patrick Diosso, Jean Fandé. Ah oui. On se retrouve sur l'heure du débat, n'est-ce pas, dans un instant. Oui. Allez, on va recevoir un invité avec lui. On va découvrir un ouvrage. Jean Fandé, je voudrais bien lui céder votre place rapidement. Voici pour vous la rubrique « L'invité du jour ». Travail des enfants en Afrique subsaharienne, c'est un essai écrit par Sylvain Boton Djidenou. Il est auteur de cet ouvrage. On le reçoit ce matin. Monsieur Boton Djidenou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un honneur partagé. Alors, Patrick, vous nous faites découvrir cet essai. Oui. Alors, c'est un essai de 167 pages. Il y a 176 pages bien réparties parce que c'est un ouvrage produit avec Lara Édition et qui a deux grandes parties, des parties subdivisées correctement en deux chapitres. Chaque partie est subdivisée en deux chapitres. Il y a une introduction évidemment, il y a une conclusion, il y a le remerciement et tout cet ensemble. Et c'est un ouvrage qui parle du travail des enfants, avec des exemples types, avec des... c'est comme si vous étiez allé faire une enquête. C'est une enquête ou c'est un ensemble d'enquêtes ou bien vous avez juste vous êtes resté dans votre chambre pour écrire. C'est un tout. C'est un tout. Oui. Alors, dites-moi tout. Dites-nous. Alors d'abord, merci d'abord pour l'invitation. Le travail des enfants en Afrique subsaharienne est un phénomène qui, je dirais, sévit énormément en Afrique. Alors quand vous regardez, j'ai étudié le rapport de l'ONU et également du BIT, le Bureau international du travail et de l'UNICEF, qui montre que selon les estimations mondiales, que le phénomène est de plus en plus grandissant, notamment en Afrique subsaharienne. Dans les autres zones où c'est identifié, lorsque vous prenez par exemple les Caraïbes, lorsque vous prenez l'Amérique du Nord, lorsque vous prenez l'Europe et l'Amérique, etc., vous voyez en fait une baisse de plus en plus. Mais la seule zone géographique qui connaît où le phénomène progresse, c'est en Afrique subsaharienne. D'où le titre de mon ouvrage. Une zone rouge, oui, complètement. Donc d'où le titre de mon ouvrage, le travail des enfants en Afrique subsaharienne. Voilà. Et l'Afrique subsaharienne, vous considérez que c'est tout l'ensemble à partir de... Complètement. Mais comment vous avez pu faire toute cette enquête-là? Est-ce qu'il a fallu aller sur le terrain vous-même? Bien sûr. Ou une compilation de données, une compilation d'enquêtes, une compilation de statistiques? Alors, tout d'abord, cela est d'abord parti de ce que j'appelle le choc des réalités. C'est-à-dire, j'ai constaté dans les deux mondes, parce que moi, je travaille en France et je suis d'origine béninoise. Et arrivé en France, j'ai constaté assez rapidement que les enfants ne travaillent pas comme chez nous en Afrique, et particulièrement au Bénin. Alors qu'au Bénin, on voit des enfants avec des plateaux sur la tête, on voit donc les enfants dans les rues, on voit les enfants sur les marchés, sans que cela n'émeut personne. Donc il y a un problème. Et donc cela a créé en moi un choc.
terrible qui a bouleversé complètement mon entendement. Alors j'ai décidé donc d'écrire ce livre. Donc l'élément, ce sont donc pour moi les éléments déclencheurs à l'écriture donc de cet ouvrage. Je suis allé voir donc ceux qui sont concernés parce que ce serait, je dirais, prétentieux de ma part de m'asseoir dans mon bureau et puis d'écrire un livre. C'est vraiment audacieux. Hein. Donc non, je ai laissé beaucoup la place aux victimes. Vous êtes allé au cœur même complètement, oui. du phénomène. Exactement. Ouais. Donc vous allez voir dans cet ouvrage, vous avez donc des études de terrain bien documentées. Vous avez également les rapports des organisations internationales. Vous avez également les efforts que font les autorités africaines. Il faut le saluer, on ne le dit pas assez. Il faut le saluer parce que lorsque vous regardez les chiffres, les enfants étaient 200 dans le monde, 245 millions d'enfants astreints au travail. Vous imaginez? Et donc le phénomène a connu une baisse vertigineuse actuellement. Cette dernière décennie. Exactement. Alors, il y a 4 ans, il y a une augmentation. Sinon, on était à 152 millions d'enfants astreints au travail. Et ce n'est que ces dernières années qu'on a connu en fait une augmentation du phénomène. Mais cette augmentation est uniquement constatée en Afrique subsaharienne, malheureusement. On n'a pas connu le même succès que les autres zones géographiques. Et on a pu savoir ce qui a pu causer cette augmentation? Alors, la première raison identifiée par les organisations internationales, notamment l'UNICEF, c'est quoi? C'est le Covid. Le Covid a été à la base, en fait, voilà, du déclenchement de la progression de ce phénomène, malheureusement. Il n'y a pas que cette raison aussi. Il y a également la raison de la pauvreté extrême. Lorsque les familles sont très pauvres, elles se tournent assez rapidement vers un kidam qui vient leur offrir, je sais pas moi, un monde merveilleux en disant vos enfants vont être bien éduqués et les enfants sont amenés dans les foyers domestiques. On a vite fait de confier ces enfants. Exactement. Et donc en contrepartie, ils reçoivent une modique somme. Malheureusement, donc cela joue énormément. Il n'y a pas que ça, il y a également le problème de l'ignorance. L'ignorance est un facteur terrible qui fait que la plupart des parents ne comprennent pas. Lorsqu'ils prennent des décisions, la plupart de leurs décisions sont impactées par les traditions, les us et les coutumes. Et donc, ce qui fait que, étant donné dans le contexte de la réalité africaine, l'enfant est amené sitôt à contribuer aux activités, aux tâches ménagères, aux activités économiques pour contribuer à sa famille et par extension à sa communauté. Donc, on voit très vite des enfants qui font des tâches qui sont lourdes et qui relèvent normalement de la responsabilité des adultes. Donc c'est vraiment un problème qu'il faut régler le plus rapidement possible. Je sais que des efforts sont faits, mais il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire. Vous avez évoqué tous les métiers qui tournent autour des enfants. Vous avez parlé des métiers de la rue. C'est à la page 60 que j'avais retenu quelque chose qui avait attiré mon attention. À la page 60 pour les métiers de la rue. Je retrouve la page rapidement. Oui. Alors, je lis ceci. Ils sont nombreux à exercer les métiers des rues. De cireurs de chaussures, nettoyeurs de pare-brise, de voitures, de vitres, de magasins, à ramasseurs de poubelles et balayeurs sur les places de marché. Ils travaillent pour survivre. D'autres sont des marchands ambulants de produits alimentaires, médicaux, ménagers, cosmétiques, de tenues vestimentaires, de tapis, de CD, de DVD, de livres, de cartes du monde, d'objets électroniques, de décorations, de draps, de tables, de lits, de couvertures, d'ustensiles de cuisine. Et vous étiez en train de... Vous avez tellement cité que j'ai eu un peu le tournis. Comment vous avez pu réussir à faire tout ce tour? C'est quand même assez intéressant que vous puissiez... J'ai osé, qu'on me le pardonne, me mettre à la place d'un enfant. Et en constatant, donc, en étant dans la place d'un enfant qui a fugué, par exemple, et qui va dans les rues, si cet enfant ne tombe pas dans les travers de la société, il trouve un métier à faire. Ce sont les métiers de rue. Et donc, c'est un constat que je fais. J'essaye, en fait, de décrire une réalité que nous voyons tous les jours. Mais en réalité, on ne s'indigne pas. Pourquoi? Parce que c'est dans la conscience collective normal, quelque chose de normal. Donc ça passe, alors que ça passe simplement, alors que ça ne devrait pas être normal. Un enfant de 5 à 17 ans qui travaille dans des conditions difficiles, dans les conditions exécrables,
Cela ne nous choque plus aujourd'hui. Quand on sent dimanche très bien, dimanche matin, il faut aller à l'église, à la messe et que notre véhicule tombe en panne, on n'est pas effrayé ou révolté de voir un enfant qui débarque nous réparer donc notre engin. Pas du tout. Donc, quand c'est la nuit, on a un problème de pneus, on tape pas à la petite cabane là, qu'un petit enfant sorte pour... Voilà, c'est malheureux, ça fait mal, c'est malheureux. Ça devrait choquer en fait. Ça devrait vraiment choquer. Et donc l'objectif de cet ouvrage, c'est de susciter l'indignation collective. Et je dis souvent que l'un des éléments qui va nous permettre de pouvoir changer les choses, c'est le changement de mentalité. Nous savons des mentalités, une mentalité qui fait que, il faut dire en fait qu'un enfant dans le système éducatif en Afrique s'affranchit pas le travail. Et donc pour nous, c'est normal. Donc la mentalité doit changer parce que si on commence pas à s'énerver par rapport à ce phénomène, vous allez voir progressivement un changement radical, un choc qui va créer en fait, qui va faire que la plupart des enfants ne seront plus maintenant dans la rue, mais plutôt à l'école. Le travail forcé des enfants, j'ai envie de dire, c'est un crime contre l'humanité. Oui. C'est un crime et on devrait s'indigner. On devrait s'indigner. Et donc, franchement, c'est un ouvrage bien structuré. Ça nous permet déjà même de voir les conséquences énormes, n'est-ce pas, du travail des enfants. J'ai pu voir, vous avez parlé des maladies sexuellement transmissibles. Vous avez également parlé des grossesses précoces. Vous avez parlé de plein de choses. En tout cas, c'est... Oui, voilà. C'est un ouvrage... Mélangé avec les superstitions africaines. C'est un ouvrage qui permet d'avoir, en tout cas, une vue globale, n'est-ce pas, de ce phénomène. Spiritualité, et certains des trafiquants d'enfants se font passer pour des clients, visitent les maisons closes pour récupérer les sécrétions vaginales. Pendant on les appelle les marchands d'âmes. Avec les filles, par l'usage de mouchoirs préparés mystiquement. Sans qu'elles ne s'en aperçoivent. Très bien. L'ouvrage, on peut l'avoir où? On peut l'avoir où? Alors, on peut l'avoir au siège de la race. Vous rendez au siège de la race, vous appelez le numéro. Ou sinon, si je peux le dire, à la librairie de Papa John Migan, l'artiste gospel, la porte étroite, qui est à Jéricho. Merci beaucoup Silver Botton, Dideno. On rappelle que vous êtes ingénieur, n'est-ce pas? Non, professeur. Vous êtes professeur. Professeur en économie. En économie au lycée et à l'université de communication à l'université. Merci d'être passé en tout cas. C'est un ouvrage qu'il faut avoir absolument. Si vous aimez lire, franchement, vous passerez un moment de lecture incroyable. Allez, à très bientôt sur 567 Matin. Merci à vous d'être avec nous, chers amis téléspectateurs. Nous abordons ainsi la dernière ligne droite de cette émission. Et c'est le débat. Et mes débatteurs sont déjà par ici. Permettez-moi encore une fois de vous souhaiter de passer une excellente matinée en notre compagnie. Vous faites bien d'être là. C'est ici qu'il faut être tous les matins. Quand il sonne 7 heures, on va rapidement à la pause, le temps d'installer les débatteurs. L'intelligence artificielle, vous le savez, n'épargne aujourd'hui aucun secteur et celui de l'éducation n'échappe pas à cette tendance de fond. Un impact réel de cet outil moderne qui nous fait nous questionner sur la place de l'enseignant dans cet univers où tout bouge à une vitesse vertigineuse. Sa place va-t-elle changer? Challengé aujourd'hui par les différentes IA, il n'est plus comme auparavant seul détenteur de la connaissance. À l'occasion de la journée de l'éducation célébrée demain sous le thème l'IA et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé, nous avons voulu ce matin jeter les bases d'une discussion sur la place de l'IA dans l'éducation. Et pour en parler, 3 invités Padono Expérant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste des questions d'IA et vous êtes par ailleurs directeur de la Fondation Vallée.
C'est exact. Merci de nous éclairer ce matin. Alors, juste en face de vous, nous avons Monsieur Ponukon Gaëtan. Bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Vous êtes d'abord enseignant, bien sûr. ensuite secrétaire général adjoint de la coalition béninoise des organisations pour l'éducation. Merci à vous de partager ce plateau avec Jean Fandé. Bonjour. Oui, je vous souhaite le bon Dieu à nouveau. Voilà, vous êtes enseignant. Alors, oui, l'IA et l'éducation, c'est le thème de la Journée internationale de l'éducation qu'on va célébrer demain. Cette thématique, j'ai envie de dire, Monsieur Padono, répond à l'ère du temps, n'est-ce pas? Effectivement, aujourd'hui, quand vous n'introduisez pas de l'IA déjà dans la société, dans l'économie et dans l'éducation, vous êtes hors jeu. Et le Bénin et les pays africains en général, pendant longtemps, sont restés en arrière, ont raté les marches de la révolution industrielle, ont raté les premiers pas à l'arrivée d'Internet. Mais cette fois-ci, les pays africains et le Bénin en particulier ont des chances réelles de ne pas prendre trop de retard par rapport à cette nouvelle discipline qui se démocratise. D'accord. Alors, que comprendre par ce thème, l'IA et l'éducation, préserver dans un monde, je reprends, l'IA et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé. Que comprendre par ce thème? Bon, quand on parle d'automatisation, on parle généralement de processus à grande échelle. Donc, ce sont des systèmes de fonctionnement où des choses sont mises en place pour que des décisions et des règles soient appliquées automatiquement pour plein de cas possibles, des milliers de cas. D'accord. Et quand on a un système automatisé comme ça, qui est pensé pour être industriel, comment est-ce qu'on traite le cas d'un individu en particulier? Comment est-ce qu'on arrive à traiter les exceptions? C'est un angle sous lequel on peut voir le thème, parce que qui dit IA dit grande masse, dit même règle pour tous. Et comment est-ce qu'on fait quand on met en place une IA, par exemple, dans une classe de terminale pour 40 élèves, mais dont un est, par exemple, l'enfant de Cotonou qui étudie à Niki, alors que l'IA est pensée en Bariba. Donc, c'est des questions possibles. Très bien. Alors, Monsieur Ponukon, il faut dire que l'UNESCO a décidé de dédier la Journée internationale de l'éducation 2025 aux enjeux liés à l'intelligence artificielle. Comment comprenez-vous ce thème, vous? Que vous inspire ce thème? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je pense que ce thème inspire l'innovation et également l'implication de l'intelligence artificielle dans les démarches d'enseignement, apprentissage, évaluation. Et ceci suscite également beaucoup d'interrogations sur cette nouveauté, cette technologie qui doit intégrer désormais la vie des travailleurs comme la vie des personnes en général. Je pense que c'est un très bon terme et qui doit pouvoir permettre également à l'humanité de faire des progrès en avant pour pouvoir évoluer. Voilà ce que je peux dire. Jean Fandé, l'enseignement, finalement, à l'ère de l'intelligence artificielle, vous qui êtes enseignant, comment vous appréhendez ça? D'abord, je voudrais remercier sur ce plateau M. Padono de la Fondation Vallée pour tout ce qu'ils font au profit du monde éducatif, parce que tout récemment même, il y a un concours de dictée qui a été organisé, comme d'habitude. Ça nous permet d'apprécier, d'évaluer le niveau de nos élèves. Parlant de l'intelligence artificielle, par exemple, par rapport à la connaissance des règles de grammaire, d'orthographe et de conjugaison. Vous voyez, c'est difficile. Mais là, parlant des moyens, c'est depuis les années 80 que les gouvernements occidentaux ont mis non seulement à la disposition des enseignants, mais aussi des apprenants, des outils informatiques. Et à partir même du primaire. Mais jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ce n'est pas encore facile. Ce n'est pas encore facile pour un enseignant béninois de disposer d'un ordinateur, d'un smartphone, d'un téléphone assez efficace pour affronter tous ces défis. Je perçois la nouveauté comme un salut, mais en même temps, il y a beaucoup de tristesse au tréfonds de moi, parce que je me dis que nous avons raté beaucoup de choses. Nous sommes en train, allons-nous encore rater ça? On a dit à une date récente qu'il y a quelques années que celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique
pendant notre époque, c'est le nouveau Agoudoui, pour ne pas dire l'illettré des temps modernes, et aujourd'hui l'intelligence artificielle s'y ajoute. Pour ce qui concerne mon domaine de français, je pense que ce serait salutaire si on peut effectivement faire en sorte que chaque enseignant, chaque apprenant puisse disposer de cet outil-là. Mais le problème qui se pose, c'est un problème logistique. Vous vous rendez compte que tous les établissements de notre pays ne sont pas encore électrifiés. C'est vrai que les gouvernements successifs sont en train de faire assez d'efforts, beaucoup d'efforts. Même l'électrification des salles de classe, ça fait parfois défaut. Il faut alimenter. Je ne sais pas s'il y aura d'autres moyens de le faire. Une chose est sûre, il faut que ce soit d'une volonté politique que se dégage notre connexion avec les données de l'intelligence artificielle pour booster un peu notre connaissance et donc notre développement. Alors, M. Padoumou, comment on intègre l'IA dans l'éducation? C'est vrai qu'avec les problèmes économiques ou la limite financière que nos gouvernements ont, il est difficile de, disons, mettre en place à grande échelle et immédiatement de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Et ceci dit, aujourd'hui, on n'est plus seulement à l'ère des ordinateurs qui coûtaient systématiquement 800 000 ou 1 million et qui ne sont accessibles qu'à un nombre infime de personnes. Aujourd'hui, il y a des ordinateurs qui sont corrects et qui ne sont pas si chers. 100 000, 150 000, 200 000. Voilà, 200 000, mais aussi des tablettes sur lesquelles on peut installer des systèmes permettant d'intégrer de l'IA, pas la même IA que celle qu'utiliserait une entreprise de nucléaire, mais qui aurait le b.a.-ba pour pouvoir enseigner, que ce soit le français, les maths, dans les classes de l'école primaire jusqu'à l'université. Et vu la grande masse des écoles primaires, des secondaires, et économiquement, c'est un vrai coût. En revanche, en ce qui concerne les universités, beaucoup d'étudiants aujourd'hui ont des ordinateurs, beaucoup de profs d'université l'ont. Et deux questions peuvent se poser, c'est comment mettre en place peut-être des ordinateurs libres d'accès dans les universités pour ceux qui n'en ont pas ou qui ont des pannes. Et deuxièmement, quels sont les logiciels et quels sont les contenus qu'on met en place? Parce qu'il y a le matériel, le logiciel et le contenu du logiciel qui, justement, on parlait de TikTok tout à l'heure, va définir ce qu'on met dans la tête de l'enfant. D'accord. On a des classes numériques au Bénin. On a des classes numériques qui Et le Bénin a déjà adopté, n'est-ce pas, sa stratégie nationale de l'IA. De l'IA, dont les avancées sont en train d'être évaluées par le ministère du numérique et qui est accompagné par les acteurs de la société civile, dont par exemple la Fondation Vallée. Je vais profiter pour faire une petite publicité, mais c'est à titre vraiment d'information, parce que ça peut inspirer d'autres. À la Fondation Vallée, nous avons instauré une école d'été sur l'intelligence artificielle qui regroupe 120 jeunes béninois et parfois africains à qui on met à disposition des ordinateurs qui pendant et il faut se lever tôt pour y prendre part parce que ça se bouscule. Ah ben, il y a 9 000... Tous les enfants veulent y prendre part. Il y a 9 000 candidatures pour 120 places. Donc la bataille est rude, mais c'est une démonstration comme quoi ça peut se faire. Et au lieu de vouloir peut-être acheter un ordinateur par salle de classe et que cet ordinateur soit utilisé le lundi matin et soit inutile de lundi après-midi jusqu'à vendredi, pourquoi ne pas mettre en place des systèmes où une dizaine de salles de classe vont utiliser le même matériel de TP? La première salle l'utilise le lundi matin, la deuxième lundi après-midi, et ainsi de suite. Parfois, c'est aussi une question de rationalisation des moyens matériels. Et donc, dans cet esprit-là, nous avons initié un projet en partenariat avec l'Agence française de développement et le Conseil des activités éducatives du Bénin, qui consistera justement à mettre en place des laboratoires d'intelligence artificielle à Nati Tengu, Parakou, Porto Novo et Cotonou-Godomé, pour que des élèves de différentes écoles puissent venir utiliser le même matériel de TP
dans nos centres. Et ça permet de ne pas avoir acheté une quantité excessive de matériel. Donc on peut l'implémenter, c'est ce que vous dites, on peut l'implémenter dans nos écoles. On peut l'implémenter dans nos écoles. Et quand j'ai la chance de voir les autorités, je répète souvent qu'il ne faut pas voir les choses en termes de acheter un maximum, faire le plus gros achat possible, parfois éventuellement pour avoir soi-même une marge plus grande. Bon, là n'est pas le sujet aujourd'hui. Oui, monsieur Konoukan. Merci beaucoup. Je voudrais dire que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation aura beaucoup d'impact positif sur le système, dans le sens du pilotage du système éducatif, à savoir la collecte des données, la conception des contenus pédagogiques pour les enfants, et l'évaluation également. Il y a aussi d'autres éléments où c'était des tâches très difficiles à concevoir, et aujourd'hui je pense que le système éducatif va véritablement bénéficier de l'intelligence artificielle si les enseignants dans les écoles sont formés pour. Donc il va falloir intégrer l'intelligence artificielle dans les curricula de formation au niveau des programmes. Alors, ce que je voudrais aussi dire, il y a aussi des défis, c'est-à-dire les défis liés à la disponibilité du matériel, et des défis également liés au fait que les enseignants peuvent s'interroger pour dire, voilà un outil qui vient révolutionner un peu la pratique, qui améliore les choses. Est-ce que cet outil ne va pas se substituer désormais aux enseignants? C'est des questions que les gens se posent. Mais nous estimons que les enseignants ne peuvent pas être remplacés systématiquement, parce qu'il y a des approches, il y a des comportements, il y a d'autres pratiques qui sont extrêmement intéressantes pour que les enseignants ne soient pas systématiquement remplacés. Donc il va falloir faire l'arrimage entre la nouvelle technologie que constitue l'intelligence artificielle et comment associer véritablement cette innovation avec les pratiques des enseignants dans les salles de classe. Je pense moi personnellement que l'enseignant ne saurait disparaître. Oui, voilà. C'est impossible. Voilà. Je pense plus précisément que l'IA appelle à un changement de comportement. L'enseignant d'aujourd'hui, c'est celui qui se doit d'être curieux. C'est celui qui se doit, ma foi, d'être créatif. On ne va pas forcément attendre les gouvernements pour s'adapter, on va dire, à l'évolution de son temps. Jean Fandé. Oui, tout à fait. Et je saisis cette opportunité pour remercier l'Association des professeurs de français du Bénin à travers son président Roger Kourouadino. C'est grâce à l'association que moi j'ai été au parfum de ce que c'est que l'intelligence artificielle, et j'estime que par rapport à l'investissement que chaque enseignant va y mettre, ça va être d'une rentabilité phénoménale. Pourquoi? Parce que je veux par exemple préparer, je donne un exemple, une épreuve de lecture. Il faut d'abord chercher le type de test que vous voulez, le genre de test que vous voulez. Il suffit d'interroger l'intelligence artificielle, on vous propose une panoplie de tests. Vous pouvez dire, je veux un test de tel auteur, de tel siècle, de telle époque, abordant tel sujet, le test est là. Vous demandez à avoir, comment dirais-je, le visage de l'épreuve que vous voulez. Eh bien, en 1 minute, en 2 minutes, vous avez tout. Et on vous propose, si vous le désirez, un corrigé type. Ça veut dire quoi? Ce que vous allez passer 10 heures à chercher, en 15 minutes, vous avez tout l'élément. D'accord. Et je suis content que monsieur Ponoukan soit en train de rassurer que ça ne va pas faire disparaître les enseignants, dans la mesure où, au contraire, ça va nous outiller davantage pour ce qui concerne le français, à ce que je sache. C'est-à-dire que vous souffrez moins et vous obtenez des résultats plus probants, plus sûrs, plus... Lorsque vous prenez par exemple une application comme Google, vous interrogez, mais vous avez vous posez telle question, il y a d'autres qui suivent en même temps. Mais je me suis dit même le jour là que c'est une amélioration par exemple de ces premières applications que nous avons eues au niveau de développement de ces données-là. Donc, je pense que c'est un salut. Il vaut mieux, même si possible, économiser de toutes les façons pour avoir un support qui puisse nous donner
tous les éléments qu'il faut pour nous libérer des contraintes, parce que ça diminue les veillées. C'est vrai que l'intelligence artificielle ne peut pas encore nous aider à corriger les copies. Non, c'est possible. À corriger les copies des apprenants. Les copies physiques. Au moins les QCM, dans le cas des QCM. Bon, dans le cas des QCM, oui, dans le cas des QCM, d'accord. Mais voilà que notre système n'a pas encore trop intégré donc ça ne peut qu'être au niveau de petites interrogations. Une chose est sûre, le monde évolue et nous sommes obligés de faire avec, sinon nous sommes au beauté du système. Parce que ce qui est salutaire, vous parliez tantôt de l'université, mais même au niveau du primaire, il y a des enfants qui sont déjà très très informés par rapport à ces notions. Mais lorsque vous n'êtes pas adapté et que vous êtes devant l'enfant, vous parlez, et comme au siècle passé, mais vous allez le voir se connecter avec le sommeil et vous oubliez. Mais lorsque vous commencez par vous intéresser à ce domaine de compétences, à ce domaine de passion, eh bien, il va vous suivre et vous allez collaborer sans problème. Donc voilà. Monsieur Padenon, oui. Vous êtes d'accord que l'enseignant d'aujourd'hui doit, d'une certaine manière, se réinventer pour ne pas... L'enseignant d'aujourd'hui doit être un accompagnateur. Ce n'est pas celui qui a le savoir et qui vient le transmettre à l'élève. L'enseignant et l'intelligence artificielle doivent former une équipe qui va aider les élèves. Et de ce point de vue, je suis complètement d'accord. Au passage, je suis aussi enseignant dans l'enseignement supérieur. Et j'enseigne justement l'intelligence artificielle avant de parler des enjeux liés à cette IA. Donc vous l'utilisez dans... Je l'utilise, mais j'en conçois plus que je n'en utilise. Donc je suis un fabricant d'intelligence artificielle. Et c'est là de fabriquer les IA qui m'intéresse le plus. Et quand on s'intéresse à la façon dont une intelligence artificielle est fabriquée, on peut se rendre compte qu'une question fondamentale qui va se poser aux pays africains, c'est comment faire pour ne pas être seulement des consommateurs d'intelligence artificielle, mais aussi être des créateurs d'intelligence artificielle. Parce que si on a des IA destinés à accompagner nos élèves, mais dont les contenus viennent complètement de l'étranger, il peut y avoir une certaine discrépance, un certain écart entre les exemples proposés par exemple aux élèves et les réalités du pays. Donc, l'un des défis aussi qui se pose au monde, je vais dire université, à ceux qui sont en charge de mettre en place des IA, c'est faire en sorte que nous-mêmes, nous puissions, certes dans un premier temps, utiliser ce qui existe déjà, mais créer de plus en plus d'intelligence artificielle adaptée à notre milieu. Deuxièmement, un défi qui va se poser, c'est la question des droits d'auteur. Quand vous interrogez ChatGPT, ChatGPT est capable de mélanger deux sources, de combiner 2-3 sources et de vous servir une réponse. Et les 3 auteurs ne sont pas nécessairement cités. Et la question s'est posée à certains grands journaux, notamment Le Monde en France, où il était sujet de savoir si tes articles du journal Le Monde peuvent être intégrés à ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles qui génèrent du texte. Alors que pour moi, la réponse évidente était oui, qu'il fallait diffuser au maximum les articles et tout ça. Les journalistes ont posé la question de leurs droits d'auteur. Et quand on n'est pas soi-même un peu à la source de la création des IA, on peut passer facilement à côté de certains sujets de ce type. D'accord. Oui, vous avez... Oui, je voudrais dire également que l'IA également est un instrument de développement et qu'il va falloir que les États africains investissent effectivement dans ce domaine parce que, il faut le dire, nous sommes un peu dévancés, sinon très en retard, parce que quand on parle de l'IA, c'est déjà ancré dans les mœurs dans certains pays et que les systèmes éducatifs dans les universités, dans les écoles, se sont déjà appropriés de cette intelligence artificielle-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer les équipements, il faut former les enseignants à l'utilisation et établir des règles liées à l'éthique de l'utilisation de l'IA pour que, en réalité, l'apprentissage qui doit être beaucoup plus actif ne soit pas délaissé au profit de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les enfants fassent un peu de réflexion et d'analyse intellectuelle avant d'aller vers l'IA. Parce que c'est en faisant qu'on apprend. On peut se laisser facilement aller à la paresse intellectuelle.
à la paresse intellectuelle. Et nous savons également, si vous prenez ChatGPT par exemple, vous lui mettez seulement le titre d'un document, il va vous donner toutes les informations. Alors là, avant, on faisait l'analyse, les recherches, avant de produire les documents. Mais aujourd'hui, les enfants peuvent aller facilement avoir des données dans toutes les bibliothèques en restant seulement sur les téléphones. Donc, il va falloir que nous puissions intégrer déjà l'intelligence artificielle dans nos pratiques de classe et investir énormément dans les écoles, dans la formation des enseignants, pour que nous ne soyons pas du reste dans cette tendance-là. Alors, Jean Fandé, au lendemain de la formation que vous, particulièrement, vous avez suivie, est-ce que vous vous êtes un peu réinventé? Est-ce que vous avez changé d'approche? Est-ce que déjà en classe, vous en parlez à vos élèves? Est-ce que vous l'utilisez d'une certaine manière? Bon, c'est plus facile à évoquer avec les classes du second cycle qu'avec les classes du premier cycle. Oui. Non pas que je les exclue ou que je les sous-estime, mais lorsque vous êtes pressé, vous avez un programme à exécuter. Ces sujets qui viennent nouvellement, on ne peut les évoquer qu'avec les grands, surtout les élèves de classe terminale. Pourquoi? Parce qu'il y a une rubrique qui n'est pas totalement notifiée, mais la connaissance du monde moderne, la connaissance du monde contemporain par rapport à tout ce qui évolue. Vous voyez, c'est à la fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est à la fois salutaire et inquiétant par rapport aux moyens, mais je suis rassuré de deux choses, sinon même de trois. Quand le gouvernement actuel avait créé un ministère en charge du numérique, j'avoue que je me suis demandé, mais à quoi ça va servir? C'est plus tard que j'ai compris qu'il le fallait. Donc, ça veut dire que le Bénin avance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont facilitées grâce à ce ministère-là. Deuxième chose qui me rassure, c'est que mon collège de provenance, le CG1 Godomain, n'est pas loin des fondations Vallée, et donc je saisis l'opportunité pour faire la cour, bien entendu, au directeur. Ça va se faire en off. Oui. Et donc pour que des expérimentations soient déjà faites là, à ce niveau, parce que par exemple pour le concours de dictée la fois dernière, nous avons été l'établissement qui a participé en termes de quantité à ce concours-là. Et troisième chose, c'est que il va falloir effectivement rapidement former les enseignants. Il faut trouver le moyen, soit le ministère avec d'autres collaborateurs, pour que nous ayons le BABA dans ce domaine afin de faciliter notre approche. Ce serait vraiment salutaire pour le développement, en passant par la facilitation de l'approche trilogique, enseignement, apprentissage, évaluation. Alors, au-delà des copies, au-delà des épreuves, que l'IA peut aider à corriger. Qu'est-ce que l'IA peut encore faire dans le secteur de l'éducation pour être plus pragmatique? Pour les enseignants. Oui, pour les enseignants. Aujourd'hui, il existe des intelligences artificielles dites génératives. C'est-à-dire qu'elles vont produire du texte, du son, des images, et etc. Je dis, génère-moi une femme avec un bébé au dos et une bassine sur la tête, l'image est générée. Quand on veut donner un cours de lecture au CP, avant il fallait faire appel à un dessinateur qui va dessiner, qui aura son métier. Bon, certes, est-ce que le métier du dessinateur est menacé? On va se poser la question. Mais en termes d'illustration, l'IA est d'une aide indicible pour les enseignants. En termes d'illustration, que ce soit au cours primaire, que ce soit illustrer des concepts avancés, des concepts parfois très abstraits au niveau du supérieur, on peut générer des illustrations facilement avec les intelligences artificielles d'aujourd'hui. Des intelligences artificielles peuvent être utilisées pour pouvoir faire en sorte que les élèves s'exercent. Il y a par exemple une intelligence artificielle dite Shuri, qui est une application faite par des ingénieurs béninois, qui est la première en termes de radiologie, d'accompagnement des radiologues en Afrique, et qui est utilisée aujourd'hui par des étudiants en médecine, notamment ceux qui font la spécialité radiologie, où on fournit des clichés à l'étudiant qui l'interprète, et l'IA lui dit si l'interprétation est bonne ou pas bonne.
au regard de cette IA même, mais au regard également de gens qui étaient experts et qui avaient interprété le même cliché ou des clichés similaires. Donc là, par exemple, dans la formation des radiologues ou des médecins, on a des IA, on a des exemples. La détection de plagiat, quand un élève soumettait, avant vous pouviez copier le mémoire de quelqu'un qui est à l'université de Moscou. C'était une pratique courante. Hein? Voilà, et ça passait parce que qui est-ce qui ira vérifier tout à Moscou? Aujourd'hui, il y a des logiciels de détection de plagiat, notamment à l'université, où vous ne pouvez plus pomper les textes d'autrui comme vous voulez. Donc, ce sont des exemples, j'ai préféré être factuel, pour montrer 2-3 cas où l'IA est utilisée de façon effective. Alors, une question. Si, par exemple, pour une même épreuve, nous utilisons tous l'IA, d'accord, pour traiter cette épreuve, est-ce qu'on a autant de chances d'avoir de copies différentes ou est-ce qu'il y a des ressemblances, est-ce qu'il n'y a pas des motifs de tricherie? Non, pas du tout. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, est-ce que... Par exemple, je ne suis pas technicien, mais je vais répondre, il va... Au cours de notre formation, il y a 2 mois, grâce à l'Association des professeurs de français, c'est une question d'inspiration, une question de créativité, de niveau de celui qui aborde même le domaine, puisque si je choisis une musique de fond, ce n'est pas la même chose que vous allez choisir. Si je choisis par exemple un dessin surréaliste et l'autre un dessin réaliste, ce n'est pas la même chose qu'on va avoir. C'est un peu comme un commentaire composé où, à partir du même test, même professeur, on ne peut pas produire les mêmes copies. Et donc, je pense que si je me trompe, c'est un peu ça. Parce que tellement, vous choisissez tout ce qui vous convient. Tout ce qui est lié à votre personnalité. Donc, ça m'a rassuré que l'IA ne se départit pas de l'être humain, mais plutôt l'aide à s'améliorer. Ce qui m'inquiète, c'est que, par exemple, on parle de dessin et illustration. Avant, quand on allait à l'école, il fallait savoir dessiner les cartes, les parties du corps, l'appareil phonatoire, ceci et cela. Aujourd'hui, il suffit d'interroger, vous êtes là. Je me suis en train de me demander si ce n'est pas la même chose lorsqu'on dit, par exemple, aux enfants aujourd'hui, on vous achète des poupées plutôt que de vous amener, de vous conduire à en fabriquer. C'est là aussi l'une de mes inquiétudes. Monsieur Padono. Je rejoins à 95% la réponse du professeur, à savoir si je donne un sujet de rédaction à 3 élèves, et qu'ils vont tous sur ChatGPT et qu'ils introduisent le sujet de rédaction, s'il n'y a pas de risque, le même logiciel va générer 3 différentes copies. 3 différentes copies. Vous lui posez une question, il répond, et vous lui reposez la même question 1 minute après. Il ne donnera pas la même réponse. Il n'utilisera pas les mêmes phrases, il n'utilisera pas nécessairement les mêmes mots, mais généralement, le cœur sera le même. D'accord. Généralement, le cœur sera le même. Quand on est du domaine, on sait deviner d'où ça vient. Voilà, et c'est quand vous êtes au courant de cela que vous lui reposez la question sous un autre angle en disant « développe-moi le sujet en mettant l'accent sur tel aspect ». Donc, par exemple, est-ce que l'homme et la femme sont égaux? Il va faire un début de dissertation. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous faire une distinction entre ce sujet vu en Europe et ce sujet vu en Afrique? Celui qui rajoute, par exemple, cette deuxième sous-question a des chances de voir l'IA l'aider plus à approfondir sa réflexion au regard des cultures que celui qui a simplement plaqué le sujet initial. Donc, il y a tout un domaine d'études aujourd'hui qui est comment générer un prompt, c'est-à-dire comment interroger l'IA, qu'est-ce qu'il faut donner comme question à l'IA pour avoir son image originale, sa copie originale et tout ça. Et c'est pour ça que je dis que le professeur a raison quand il dit que chacun, c'est l'innovation et la créativité de chacun. La créativité, cette fois-ci, dans la façon de poser la question, c'est ce qui pourra faire la différence. Très bien. C'est intéressant ça me donne envie d'aller à l'école de l'intelligence artificielle parce que là, on risque d'être dépassé par les événements. Franchement, l'IA, c'est dans tous les secteurs. C'est valable pour les médias,
c'est valable pour tous les secteurs. Et donc, la question du jour, elle est celle-ci. Selon vous, comment l'IA peut-elle aider à asseoir une éducation de qualité? Nous avons interrogé nos internautes qui ont sans doute répondu sur ce forum de discussion. Nous recevons Nadège. Elle va nous faire un petit point de ce que nos internautes ont dit sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat. Bonjour chers téléspectateurs. Alors, la question du jour, je l'ai rappelée tout à l'heure. Bien sûr. Ont-ils opiné, nos internautes? Bien sûr. Rachidat, nous avons eu beaucoup d'avis sur la question et les avis des internautes sont partagés ce jour. Alors que certains pensent que l'intelligence artificielle va contribuer à une éducation de qualité, d'autres estiment que la mise en place de cette technologie va diminuer le degré d'apprentissage des apprenants. On y va donc pour quelques commentaires. Bien sûr, Rachidat, et on commence par Koumassa Maurice qui a commenté notre publication en disant, sans un travail de sensibilisation en amont, il serait très difficile d'asseoir une éducation de qualité avec l'usage de l'intelligence artificielle. Je pense que si rien n'est fait dans un futur immédiat, le recours à l'intelligence artificielle serait une autre catastrophe pour notre société, surtout la couche juvénile sur plusieurs aspects. Sharaf Sessi va dans le même sens. Il dit ici, dans le domaine de l'éducation, l'intelligence artificielle n'est pas la bienvenue. À titre illustratif, il suffit juste de copier-coller un exercice de maison donné par un professeur sur ChatGPT et dans moins d'une minute, vous aurez toutes les réponses à vos questions. C'est un outil qui empêche la réflexion par soi-même. Selon David Goïto, l'IA n'a pas pour but de garantir une éducation de qualité, mais plutôt de minimiser certains problèmes liés à l'éducation. L'intelligence artificielle présente des contraintes. Laza de Bethany estime que l'intelligence artificielle va diminuer la compétence des apprenants en littérature et en sciences. Et pour finir, Rachidat, Bokor Roland Kalis estime que l'intelligence artificielle va contribuer à la qualité de l'éducation si elle est disponible pour tous les élèves et enseignants. Cela implique un accès universel à Internet. Autrement, seuls les élèves issus de familles nantis auront rapidement accès aux solutions. Merci Nadège, vous l'avez si bien dit, les avis sont partagés. Bien sûr. Et c'est cela en tout cas sur le forum de discussion. On donne la possibilité à tous les citoyens béninois d'opiner. Et donc, Monsieur Padonou, ma question s'adresse à vous. Il y a un internaute qui a dit ceci, lui il est péremptoire, il dit « l'IA n'a pas sa place dans l'éducation ». Que lui répondez-vous? Bon, je pense que déjà le fait d'utiliser ce canal pour intervenir et parler d'éducation, il utilise un peu l'IA pour intervenir dans ce débat, donc dans l'éducation. D'accord. Donc, je pense que tout est dans la mesure. Et il ne faut pas se dire que c'est 0 ou que c'est 1. Est-ce qu'on est à 0,1 ou est-ce qu'on est à 0,9? C'est de cette façon que je préfère poser la question. L'IA à outrance peut être un problème si on ne maîtrise pas le contenu des élèves, si on ne maîtrise pas la façon dont ils l'utilisent. Et dans des villes comme Ho Chi Minh au Vietnam, où la région avait décidé au départ de déployer des tablettes dans toutes les écoles maternelles et primaires, 2 ans après cette avancée, les mêmes autorités ont fait marche arrière et ont retiré les tablettes à la demande des ophtalmologues, qui ont estimé que exposer les enfants à ce niveau, à ce degré, en permanence aux tablettes, que ce n'était pas assez bien. Donc, il y a le côté éducation, il y a le côté santé. On peut penser à plein d'aspects. Une exposition trop régulière aux écrans peut créer des problèmes aussi d'ordre psychologique, mentaux. Et donc, je le rejoins aussi
à X%, mais pas à 100%. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il continue? Je pense que c'est un autre internaute qui dit que l'IA diminue la compétence en littérature. Et j'ai vu le professeur Jean Fandé, voilà. Non, point du tout, parce que si vous avez de l'inspiration et vous savez être proactif, vous pouvez même rédiger un essai, un roman, une pièce de théâtre, un poème en quelques minutes. Et vous n'êtes pas obligé, vous demandez, on vous offre quelque chose, mais sur la base de ce qui est proposé, vous pouvez modifier et produire de bons tests. Et plus rapidement, avec moins de contraintes. Vous pouvez même corriger tous les tests sans recourir à une équipe de relecture qui revient encore, qui est encore chère. Ensuite, je pense que les choses ne changent pas. Il n'y a pas de changement. Dans le système éducatif, entre le livre, le matériel éducatif et l'apprenant, il faut toujours un intermédiaire, un enseignant, quel que soit le niveau où on se trouve. Alors aujourd'hui, pourquoi on demande que l'enseignant se mette vite au pas? C'est pour pouvoir continuer de jouer avec beaucoup de doigté ce rôle d'intermédiaire entre l'apprenant et rôle même d'interface de modérateur entre l'enseigné et l'IA avec toute sa batterie de propositions. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Au contraire, ça facilite, ça améliore les choses et donne en principe le temps de faire autre chose. Par exemple, le sport qui améliore la santé, de se donner beaucoup plus de plaisir plutôt que de passer tout son temps enfermé et même ne plus connaître ou reconnaître sa famille parce que vous êtes trop absorbé. Monsieur Ponouko, qu'avez-vous pensé des différentes réactions de nos internautes? Je pense que les internautes ont eu, ils ont dit la vérité, parce que à un moment donné, on s'interroge. C'est vrai, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'utilisation rationnelle de l'IA et l'éthique dans cette pratique-là. Est-ce que c'est cadré? Parce que les enseignants, c'est vrai, il faut de l'innovation. Mais à un moment donné, on se pose la question, comment cadrer les enfants qui utilisent l'IA? Parce que nous voulons développer l'intelligence, nous voulons développer la réflexion, la mémoire. Et voilà un instrument qui est très intéressant, qui donne des informations en une fraction de seconde et qui participe également dans le domaine de l'éducation. Nous pensons également que l'IA va révolutionner un peu les pratiques, c'est-à-dire l'apprentissage différencié. C'est-à-dire quoi? Il y a des méthodes d'intelligence artificielle, des conceptions d'intelligence artificielle qui identifient le besoin de l'enfant et lui proposent des contenus notionnels par rapport à ses insuffisances. Je pense que c'est très bien. Maintenant, l'autre défi, c'est comment faire pour que les enseignants soient en phase avec cette technologie et comment faire en sorte... Vous êtes enseignant aussi? Bien sûr. Bien, voilà. C'est-à-dire, c'est là où j'interpelle les gouvernants à ce que la formation des enseignants, c'est-à-dire à la formation... En attendant les gouvernants... Oui, en attendant... À votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Oui, on doit s'approprier d'abord de cette technologie. Les enseignants doivent s'approprier de cette technologie à travers les formations individuelles qu'on peut aller chercher à gauche et à droite, parce qu'il ne s'agira pas de rester en marge de cette révolution. C'est une révolution technologique énorme dans tous les domaines, que ce soit de l'éducation, de la médecine, un peu partout. Et quand vous voyez les avancées, c'est-à-dire ce qui se planifie, vous allez constater que, par exemple, dans le domaine de l'éducation, les enseignants seront peut-être des facilitateurs, pas des détenteurs de connaissances. Pas des détenteurs de connaissances. Les enseignants vont accompagner et également assurer le rôle de développement émotionnel et social des enfants, ce que l'intelligence artificielle ne veut pas faire. Vous voyez un peu. Donc, il va falloir aller dans les contenus où, c'est-à-dire dans les aspects où l'IA ne peut pas rivaliser nécessairement avec la formation des enseignants à la base. Je suis d'accord avec lui. Et ça me rappelle cette marche des hommes de cinéma en France et cette pancarte sur laquelle c'était écrit « L'IA n'a pas de sentiment ». Oui. L'IA n'a pas d'émotion. L'IA n'a pas de sentiment, mais l'IA arrive à reproduire les sentiments parfois. C'est-à-dire que l'IA même n'a pas de sentiment, mais quand on lui expose des sentiments,
des milliers de fois et que l'IA remarque comment ça se passe, l'IA est capable d'imiter ces sentiments-là. Et aujourd'hui, on en est à un début. Comment est-ce que ce sera dans plusieurs années? Donc, attention aux limites qu'on met à l'IA. Je ne dis pas que l'IA n'a pas de limites, mais les limites d'aujourd'hui seront dépassées demain. Exactement. Ça va très vite d'ailleurs. Ça va très vite. Ça va vite. Et ces mêmes acteurs de cinéma sont ceux aujourd'hui qui utilisent le plus l'IA pour générer des décors, pour générer du texte, pour améliorer parfois des images qui ne sont pas de bonne qualité. Il s'agissait précisément des acteurs voix off. Okay. Voilà, il s'agissait essentiellement de... Vraiment, c'est un sujet très intéressant et ça nous renvoie, j'ai envie de dire, à nos propres limites. Oui, bien parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. On ne peut pas faire sans l'IA aujourd'hui. Il va falloir chacun à son niveau, n'est-ce pas? Il va falloir que chacun se remette en cause, que chacun selon son domaine d'activité, n'est-ce pas, aille à la rencontre de l'IA. Oui, c'est déjà fini et ce sera votre dernier mot, oui? Votre mot de la fin? Je ne savais pas, mais dans ce cas, ça me va. Je voudrais faire le constat que quand on regarde les 10 dernières années, notre pays a quand même beaucoup avancé dans le domaine du numérique, comme vous l'avez dit, et le domaine de l'IA. On a fait un pas de géant, franchement. Il y a certes la stratégie de l'intelligence artificielle et des mégadonnées qui est venue couronner tout ça, mais un ensemble de choses faites par le ministère, les différentes agences du gouvernement, les acteurs de la société civile que sont la Fondation Vallée, mais aussi des écoles. Il y a beaucoup d'écoles secondaires, supérieures, qui ont pris des initiatives personnelles. Des établissements nous ont demandé, par exemple, de les accompagner pour enseigner l'IA en seconde et en première. Donc, on peut être optimiste en regardant tout ce que notre gouvernement a fait pour promouvoir l'IA et également ce que l'ensemble du peuple béninois fait pour entrer dans cette nouvelle cadence-là. Et naturellement, les limites, on les a un peu énumérées, mais... Merci, Monsieur Padono. Le temps, il court très vite sur 5 sur 7 matins. C'est déjà la fin, Monsieur Ponokon. Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour cette invitation. Je pense qu'au Bénin, nous avons fait un pas de géant dans le domaine de la dématérialisation. Nous sommes en train de montrer l'exemple et je pense également que dans le même sens, au niveau de l'intelligence artificielle, nous devons aussi aller très loin. Toutefois, nous devons veiller à ce que les acteurs soient véritablement formés pour et qu'il y ait une bonne utilisation. Merci beaucoup, Monsieur Ponokon. Nadège, on se retrouve demain, n'est-ce pas? Toujours avec le même plaisir. Jean Fandé, jeudi prochain, Monsieur Padono. Merci. D'être resté à nos côtés de bout en bout. Et c'est fini pour l'émission de ce jour. On se dit à demain. Merci, Madame.